Monsieur François Mattei, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien journaliste. Vous êtes journaliste et vous venez de signer avec Laurent Gbagbo le livre intitulé « Pour la vérité et la justice ». Donc je présume que vous venez de rencontrer Laurent Gbagbo il n'y a pas longtemps. Comment il va, l'ancien président de Côte d'Ivoire? En réalité, là, il y a quelques semaines que je ne l'ai pas vu, puisque le livre est paru il y a maintenant plus d'un mois, et que je l'ai vu les dernières fois il y a environ 2-3 mois. À ce moment-là, il allait plutôt bien, et il n'avait pas encore connaissance de la décision de la Cour pénale internationale de le renvoyer en procès. Et dans quel état d'esprit il se trouvait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il vous dit de ses prédécesseurs et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est arrivé, c'est l'objet du livre, hein, c'est toutes ces 10 années de crise en Côte d'Ivoire qui l'ont amené à cette situation-là, et de crise notamment avec l'Élysée. On dirait que la France, mais enfin, les relations entre Abidjan et l'Élysée entre Gbagbo et l'Élysée ont toujours été compliquées. Et donc il y a eu toute une série de crises à l'intérieur de ces 10 années qui ont abouti à la crise finale. D'abord à une élection, et puis à un litige électoral et à une guerre. À la lecture de ce livre, on voit quelque part que vous dites en fait que la France s'est trop impliquée dans cette affaire-là au point de refuser à Gbagbo le plus élémentaire des choses, ça veut dire le recomptage. Je le dis, c'est d'usage courant, ça s'est produit dans tous les grands pays du monde, grands ou petits. Mais aux États-Unis d'Amérique, entre M. Gore et M. Bush, il y avait eu un recomptage homérique. À l'UMP, en France, l'élection à l'intérieur d'un parti politique, il y a eu recomptage. C'est un usage absolument courant. Il y a eu un recomptage au moment de la crise ivoirienne, en 2010, en Haïti. Et finalement, le recomptage a été de bonne qualité, puisque celui qui était arrivé troisième, après le recomptage sous égide d'institutions internationales, s'est retrouvé président de la République. Donc il y avait bien eu des fraudes et bien des erreurs. Et lui a contesté le résultat en disant qu'il y avait eu des fraudes qui sont avérées. Tout le monde le sait. Pourquoi ils acceptent ces choses-là pour les autres pays et qu'on le refuse à Laurent Gbagbo? On refuse à Laurent Gbagbo et peut-être qu'on les refuse à l'Afrique, voyez-vous. Ex-française, enfin ex-colonie française. Et donc, vous disiez tout à l'heure que, bon, on montrait que la France était trop impliquée. Elle ne s'est pas trop impliquée. La France est terriblement impliquée depuis l'indépendance ou la supposée indépendance des ex-colonies françaises. Elle est si impliquée qu'il est très difficile de considérer la France comme un observateur ou même comme un arbitre. C'est un acteur en Afrique francophone. C'est un acteur politique, économique de premier rang. Donc la vie politique de ces pays supposés indépendants a un partenaire, non pas occulte, parce qu'il est assez voyant, mais en tout cas non avoué, c'est la France. Est-ce à dire que la France participe aussi directement à l'élection du président de la République dans les pays africains? Bien entendu. J'en ai comme exemple, on en a plusieurs. Je cite, je n'ai pas voulu faire une histoire de tous ces coups tordus de la France-Afrique, qu'on dit avoir disparu, mais qui existent toujours, notamment par le biais, on ne va pas rentrer dans les détails, mais du franc CFA. J'aimerais qu'on rentre dans les détails par rapport à ce franc CFA-là. Par exemple, vous parlez des élections. Je voudrais bien qu'on me dise comment M. Ali Bongo a été élu à la suite de son père, Omar Bongo. Ce n'est pas moi qui fais la révélation, c'est l'ex-monsieur Afrique de Jacques Chirac, M. de Bonnecorse, c'est l'ex-patron des services secrets français. Comment il a été élu? Comment il a été choisi? Juste inverser les chiffres, voyez-vous. Il avait quelque chose comme 37 ou 32 et l'autre avait 42. On a inversé les chiffres, c'est tout. La même chose aurait pu arriver au Sénégal, par exemple? Je connais mal la situation au Sénégal, je la connais mal. Mais évidemment que dès que la France est partie prenante, elle ne peut pas être un bon arbitre parce qu'elle intervient aussi aujourd'hui au nom de la communauté internationale qui a une puissance absolument exorbitante par rapport à l'importance sur le plan international de vos pays en Afrique. C'est-à-dire que vous avez des pays plutôt petits et qui, sur le plan international, ne pèsent pas. Donc la France, autrefois, était en tête-à-tête avec ses ex-colonies. Et aujourd'hui, elle est le représentant ou la tête de pont de ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU, c'est-à-dire l'Occident, en vérité. Donc qui défend ses intérêts. Voilà. À la lecture aussi de votre livre, on a vu des passages notamment consacrés au franc CFA et à la mainmise de la France sur cet argent-là. Vous dites quelque part que quand on prête de l'argent à l'Afrique, en fait c'est de l'argent africain qu'on prête à d'autres pays africains et la France prend les dividendes derrière. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, je ne suis pas un économiste distingué, mais enfin le franc CFA c'est une aberration, c'est un véritable scandale sur le plan démocratique. Puisqu'on a donné, apparemment, soi-disant,
on dit qu'on a donné l'indépendance aux pays, aux ex-colonies en 60, mais il se trouve que la France, à ce moment-là, a perdu le gaz et le pétrole algérien, puisque l'Algérie est devenue réellement indépendante, elle. Elle a eu sa monnaie, elle a eu son armée. Donc on s'est vite jeté sur les pays de l'Afrique subsaharienne et pour conserver les ressources de toutes sortes, parce que l'Afrique est très riche, même si les peuples y sont relativement pauvres, mais l'Afrique est très riche. Et on s'est jeté notamment sur le Gabon, qui est l'émirat pétrolier privé de la France, et sur toutes les ressources possibles et imaginables. Donc on a installé une monnaie, enfin on a fait perdurer une monnaie qui était installée depuis 1945 par le général de Gaulle. On a créé une monnaie qui était pour les colonies françaises d'Afrique, ça pouvait se concevoir, voilà. Mais au moment de l'indépendance, c'est très difficile de le faire admettre sur le plan de la démocratie, de l'égalité, des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que cette monnaie, donc elle est imprimée en France, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'on fabrique les billets à Chamalières, dans le village, la commune de M. Giscard d'Estaing. On vous la vend, la monnaie, c'est-à-dire qu'on facture la fabrication, mais non seulement ça, pour garantir cette monnaie, les pays africains francophones sont tenus de déposer en Banque de France, enfin leur devise d'exportation. Quand vous exportez des arachides, du café, du pétrole, du cacao, moi je pensais, comme tous les Français d'ailleurs, parce que c'est soigneusement caché, les Français ne sont pas complices, ils ne savent pas. Demandez-leur, ils ne savent pas. Et beaucoup d'Africains, je dois dire, ne savent pas non plus. Que les devises de l'exportation, c'est-à-dire quand on vend du cacao ou du pétrole et qu'on touche des dollars, ça rentre en Banque de France. Alors autrefois c'était 100% qui entrait, pour garantir soi-disant la monnaie qu'on vous donne, enfin qu'on imprime pour vous. Aujourd'hui c'est 50%, ça a évolué au fil des années, en plusieurs étapes. Cet argent produit des intérêts puisque la Banque de France le place sur les marchés internationaux et gagne de l'argent avec. Puis, c'est sur ce qu'on appelle des comptes d'opération en Banque de France, dont vous ne verrez jamais rien publiquement affiché, publié. Et il n'y a aucun chef d'État qui s'insurge contre ce fait? Déjà, vous ne verrez jamais rien publié. Moi, j'ai essayé de savoir, j'ai regardé dans les bilans de la Banque de France, le franc CFA, il n'y est nulle part. Pourtant, il y est bien, puisqu'aujourd'hui, on dit qu'il y a, on ne sait pas, entre 20 milliards de devises, d'euros bloqués qui appartiennent à ces pays, bon, qui sont bloqués ici. Donc on les prête, on fait de l'argent avec, et les pays d'Afrique francophone qui sont déficients dans leur budget, on leur prête à partir de cet argent-là, de l'argent, que naturellement on leur prête avec intérêt. C'est la même chose pour la dette, quand on dit, et ça offusque tous les Français, nous avons annulé la dette de tel pays vis-à-vis de la France. Bien entendu, on n'annule rien, mais la dette de l'État X à l'État français, elle est privatisée, c'est-à-dire que l'État, peu importe lequel, de l'Afrique francophone, ne doit plus l'argent à l'État français, mais il le doit aux entreprises françaises qui vont faire des travaux qui sont décidés ici à Paris. Donc on n'annule jamais les dettes. L'objet de ce livre a dit en un moment, il voulait dire stop à cela. Pourquoi avoir attendu 10 ans après son arrivée à la magistrature pour être en quelque sorte le champion de l'indépendance de l'Afrique? Vous savez, c'est très difficile en Afrique. Vous n'avez ni les moyens militaires, ni les moyens diplomatiques, ni les moyens financiers. Les chefs d'État africains sont, disons, assez disciplinés, assez dociles. Parce qu'on peut très bien, très vite, et ça on l'a vu dans beaucoup de cas, les sanctionner. On peut les sanctionner de 1000 façons. Dans le passé, on les sanctionnait en les faisant destituer, en les faisant assassiner, c'est arrivé, en soutenant des coups d'État. On a vu ça au Burkina Faso. M. Sankara a disparu. Est-ce la même manière que cette... Parce que dans votre livre... L'évolution de la France-Afrique, d'abord, elle n'existe plus, soi-disant. Il y a toujours les accords de défense, c'est-à-dire l'armée française, ça justifie la présence de l'armée française est présente en Afrique pour vous défendre, entre guillemets, c'est ça. Mais en échange de ces accords de défense, tout le sous-sol nous appartient, enfin la France. Voilà, la France-Afrique est là, la monnaie, et ensuite l'action politique sur le pouvoir. On fait élire à peu près qui on veut dans la plupart des pays. Alors j'espère et je pense qu'il y a eu une évolution démocratique dans certains pays, peut-être au Sénégal. Maintenant, je ne sais pas. En tout cas, la France est tellement présente à l'intérieur des institutions africaines. L'influence des grands groupes financiers, l'influence des grandes banques, l'influence des puissances d'argent et des puissances politiques est tellement présente au milieu de l'Afrique que c'est très difficile de savoir si les choses se passent selon les règles. Et Gbagbo a payé cela. Gbagbo
Vous me demandez pourquoi il a attendu 10 ans. Mais quand vous avez une armée qui est en face de chez vous, quand vous avez la moitié de votre territoire occupé par une rébellion aidée par la France, qui s'est déclenchée 1 an et demi après son élection. Il faut savoir que Gbagbo est arrivé au pouvoir en octobre 2000. Et cette rébellion dont vous faites allusion est arrivée en 2002. Pourquoi, pendant ce temps-là, il n'a pratiquement rien fait? Il n'a pas rien fait, il a mis en route beaucoup de choses, mais enfin, ce n'est pas des choses qui se font facilement quand vous avez un interlocuteur très puissant, vous savez. C'est très difficile de se défaire d'une emprise qui date maintenant d'un siècle. C'est très compliqué. En plus, vous trouvez peu d'alliés en Afrique parce que vous avez des gens qui sont au garde à vous. Parce qu'il y a des chefs d'État africains qui acceptent cet état de fait pour leur bénéfice et leur confort personnel, et celui des leurs, au détriment de leur peuple. Parce que les Africains sont aussi responsables, bien entendu. Mais c'est très difficile de se révolter contre ça. Très difficile. Pendant sa période de révolution et révélation, Robert Bourgi avait affirmé que des présidents africains avaient participé à l'élection de Jacques Chirac. Oui. Il a fait un rétropédalage pour y enlever Abdoulaye Wade dans cette liste-là. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, dans votre livre, dit que ça a été fait. Oui. Comment ça s'est passé, cette affaire? Cette affaire-là, à ce que je sais, elle s'est passée parce qu'on l'a demandé à Gbagbo. C'est une sorte de raquette. Hein. Ça avait été confirmé. Moi, ça m'a été dit aussi par le numéro 2 de l'époque. C'était Mamadou Koulibaly, que je connais bien, qui était président de l'Assemblée nationale. Bon, bien entendu que c'est une chose tout à fait avérée. Bourgi, aujourd'hui, l'a confirmé à la suite de la publication de mon livre. Il l'a confirmé depuis. Il est passé sur RFI, il l'a confirmé. Abdoulaye Wade n'aurait pas aussi payé pour couvrir la candidature prochaine de son fils Karim? Pas que de ce que je connais, je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour des dossiers que je ne connais pas. Mais il est évident qu'il y a un troc permanent dans toute cette vie politique africaine qui est très malsain. Et il faudra, et Gbagbo voulait en sortir. Alors on lui refuse d'avoir joué double jeu. Pendant ces 10 années-là, il a cherché la sortie. Il était sur un territoire occupé à 60%. Je ne sais pas si on imagine. Plus de la moitié d'un pays occupé par des rebelles en armes. Bon, où la France ne fait rien pour les chasser. Aussi que cette rébellion, elle serait financée par les groupes qui sont liés au cacao. Juste pour. Et parmi ces gens que vous citez, vous parlez de Raoul Folro. Qui il est exactement? Loïc. Loïc Folro, oui. Loïc Folro, c'est le fils donc, de Madame Ouattara et de son premier époux, qui était Monsieur Folorou, dont je n'ai plus le prénom en tête, qui était un coopérant français arrivé en Côte d'Ivoire, qui est mort assez rapidement. Et Madame Ouattara, ensuite, s'est retrouvée à gérer l'immobilier de Monsieur Houphouët-Boigny, parce que sûrement elle a beaucoup de talent, et que c'est une grande femme d'affaires, c'est sûrement ça. Et elle a donc géré l'immobilier de la Côte d'Ivoire, et puis l'immobilier de Omar Bongo. Alors, vous voyez, en France, on poursuit Omar Bongo pour bien mal acquis. Vous savez, certains chefs d'État africains, en Guinée équatoriale, ou M. Sassou Nguesso, ou au Gabon, sont poursuivis pour bien mal acquis. C'est-à-dire, ils achètent ici des immeubles à Paris ou en France. Ils achètent... Ça nous amène à l'affaire Guy-André Kifa. On sait c'est un journaliste franco-canadien qui a disparu en 2004 en Côte d'Ivoire. Vous pensez en un moment qu'il pourrait y avoir des complicités au sein du camp proche de Ouattara? Il est évident que ceux qui Kifer gênait le plus, je connais des gens qui le connaissaient très bien, qui savaient exactement sur quoi il enquêtait. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je sais sur quoi il enquêtait. Il enquêtait sur toutes les combines autour et à l'intérieur du cacao. Et il y avait effectivement des groupes très puissants qui avaient certains intérêts dans le cacao et qui les ont toujours. On a retrouvé de toute façon monsieur Loïc Folorou, le fils de Madame Ouattara, à la tête de Armajaro Afrique, qui est un grand groupe. Il n'y est plus là actuellement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais enfin, ils sont toujours dans le cacao, néanmoins. Donc c'est le pétrole un peu ivoirien, le cacao. Ça rapporte beaucoup d'argent, c'est une fortune en permanence. Il est évident que c'est dans cette direction-là qu'il fallait chercher. On a préféré, parce que la presse française était très anti-Gbagbo, elle l'est toujours. Elle l'est toujours. Parce qu'une partie de la presse est très influencée par la pensée dominante. Longtemps, des proches de Laurent Gbagbo avaient été soupçonnés et je crois que certains même avaient fait l'objet d'enquêtes très avancées avec des juges d'instruction. Cette piste-là n'a jamais rien donné? D'une part, elle n'a rien donné, et d'autre part, je me suis étonné d'une chose, c'est que le juge d'instruction qui a mené toute cette enquête et qui n'a abouti à rien, est devenu à sa propre demande conseiller de M. Ouattara.
c'est M. Ramael, juge Ramael. Il est aujourd'hui à Abidjan, il est le conseiller de M. Ouattara, alors qu'il a enquêté contre M. Gbagbo, pratiquement à sens unique, en tout cas sur l'affaire Kiffer. C'est très étonnant. Dans la même affaire de cacao, on a des hommes qui tournent autour du cacao en un moment, notamment M. Adama Bictogo, qui aujourd'hui est très proche de M. Ouattara. Qui est cet homme exactement? Je crois que c'est un homme très influent. Moi, je ne le connais pas. Je sais qu'il est très influent. Je sais qu'il a beaucoup aidé M. Ouattara. Je sais c'est un très très bon homme d'affaires, visiblement, dont on vante les talents en Afrique et ailleurs. Je crois que c'est quelqu'un de très intelligent, mais qui s'est visiblement livré à des affaires pas très correctes, puisqu'on a même préféré à un moment donné l'écarter. M. Ouattara était obligé de l'écarter, sans qu'il y ait de sanctions, puisqu'on lui a reproché des choses précises. Et puis en fait, il n'y a pas eu de sanctions. Il a été écarté de fonctions officielles. Je crois qu'il conseille d'ailleurs d'autres gens ailleurs en Afrique. Vous ne portez pas de gants quand vous attaquez Adama Bictogo. Vous l'accusez notamment de trafic d'or, d'être mêlé au trafic du cacao volé. Oui, parce qu'il y a beaucoup de rapports et d'informations qui indiquent qu'il a été mêlé à tous ces trafics. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter quand on sait qu'aujourd'hui le fichier qui permet les visas biométriques pour l'entrée du Sénégal est confié à la société Schneider, qui est une propriété d'Adama Bictogo? C'est un problème pour les Sénégalais, certainement. On sait qu'il y a 50% de chaque visa qu'on paye pour aller au Sénégal et 50% pour l'État du Sénégal. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de gens dans l'entourage de M. Ouattara, sont intéressés par la politique dans la mesure où elle leur amène des affaires. Ce sont des hommes d'affaires plus que des politiques. Et il y a une confusion et confusion des genres qui est généralisée en Côte d'Ivoire depuis que M. Ouattara est là. Et l'une des rares aussi personnes, je veux parler de Tagro qui a été le ministre de l'Intérieur. En un moment, il travaillait avec Adama Bictogo. Tagro a été très très critiqué en Côte d'Ivoire même, hein, sur certaines de ses tendances à l'affairisme. Voilà, moi ce dont je parle, c'est de sa fin abominable, parce que je pense que ça aurait pu se passer autrement. L'arrestation de M. Gbagbo et celle de M. Tagro. On ne sait même pas exactement dans quelles conditions il est mort. En réalité, il a pris une balle dans le visage, mais on ne sait pas exactement, après, quand il a été transféré au Golf Hotel, comment il est mort. Peu importe. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était très très mis en cause. Bon, et que une des raisons probablement de la chute de Laurent Gbagbo, à mon avis, c'est que Laurent Gbagbo a été obligé, sous la contrainte, disons, de gouverner avec les rebelles, ce qu'on appelait les rebelles, et que là, se sont créés, ce qui est naturellement humain, des liens et des passerelles entre des gens qui étaient, on va dire, du côté de Gbagbo et des gens qui étaient du côté rebelle, et notamment des liens d'affaires, ce qui est toujours malsain, et ça a beaucoup, je pense, pollué l'entourage de Laurent Gbagbo, et je pense que ça a généré beaucoup de trahison, puisqu'on a vu des gens passer d'un bord à l'autre en fonction de leurs intérêts propres. Et ça, c'est la cohabitation, ou plutôt le gouvernement d'union qu'on leur a imposé, qui n'est jamais bon. Il faut qu'il y ait quelque chose qui apparaisse, et ce qui doit apparaître dans une démocratie, c'est la volonté du peuple. Ce n'est pas la communauté internationale qui doit décider comment les Sénégalais ou les Ivoiriens vivent. Est-ce que Laurent Gbagbo, pendant ses confidences, il vous a parlé d'un certain Ibrahim Koulibaly? Très peu. Il le connaissait bien entendu, mais comme tout le monde. Mais on n'en a pas parlé beaucoup. C'est surtout moi qui me suis intéressé à lui, parce qu'il savait son rôle, le rôle qu'il a joué notamment dans Abidjan avec le fameux commando invisible, parce qu'on reproche aujourd'hui à Laurent Gbagbo d'avoir fait la guerre à l'intérieur d'Abidjan. Mais cette guerre-là, il y a été contraint, parce qu'on avait installé à l'intérieur même de la ville des armes lourdes. Ça, c'était IB, qui a été liquidé dès que le Ouattara est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'en un moment, Ibrahim Koulibaly ne travaillait pas pour Laurent Gbagbo? Parce qu'il a été soupçonné de faire le jeu de Gbagbo. Honnêtement, je ne pense pas. Est-ce que Laurent Gbagbo, depuis son incarcération, a rencontré son épouse, Simone? Certains disent en un moment qu'il ne voulait plus entendre parler de Simone. Ça, vous savez, on n'a jamais parlé de vie privée, hein. Simone est en prison dans le nord de la Côte d'Ivoire, et je pense qu'elle a subi une arrestation assez indigne, qui devrait faire honte, notamment à ceux qui l'ont couverte, c'est-à-dire
le gouvernement français de M. Sarkozy, parce qu'on n'arrête pas une femme qui est une militante politique, qu'on a beaucoup salie ici, qu'on a beaucoup diabolisée, et on l'a arrêtée dans des conditions abominables. On l'a traitée comme du gibier. Voilà. Donc elle a été envoyée dans le Nord, ils n'ont jamais été réunis depuis, jamais. Faire le parallèle entre le fils Gbagbo, pour qui aujourd'hui la justice française n'a rien voulu faire pendant longtemps, et de notre côté, on a vu aujourd'hui avec notamment l'avocat Maître Olivier Sur, qui me disait tout dernièrement qu'à l'Élysée, on dit qu'il n'y a aucune charge contre Karim Wade, le fils de l'ancien président du Sénégal. Je ne connais pas le dossier de M. Wade, M. Karim Wade, il me semble avoir compris qu'effectivement, il n'y a pas de choses qui soient très importantes contre lui, et que ça me semble être un dossier fabriqué, mais je connais pas bien le dossier, je ne l'ai pas travaillé. En revanche, ce qu'il faut voir, effectivement, c'est qu'en Afrique, il est urgent que les Africains se saisissent de leur justice. Vous savez qu'il y a dans l'air un projet de cour pénale africaine. Il faut que les Africains se rendent capables de l'instituer, de la même façon qu'il faudrait qu'ils se rendent capables d'avoir une monnaie, je ne sais pas, à plusieurs pays, ensemble, fédérés, pour échapper à l'emprise des grandes puissances. Parce que sinon, vous savez, dans un siècle, le sous-sol africain, il sera vide. Il sera vide. Voilà. Donc, je pense qu'il est temps que les peuples se réveillent. Et une petite part de ce travail-là, au-delà de Laurent Gbagbo et de ce qu'il a, lui, voulu faire, c'est d'alerter les opinions, c'est d'essayer de faire comprendre aussi bien à l'opinion française qu'aux Africains qui ont besoin de se fabriquer une opinion publique, qu'il y a beaucoup de choses qui les concernent qu'ils ne savent pas qu'on leur cache. C'est tout. C'est évident. Je pense que ce livre-là ne révèle rien pour ceux qui savent. Il y a tellement de gens qui ne savent rien, aussi bien en France qu'en Afrique. Moi, je renvoie les gens dos à dos. Je ne dis pas que les Africains sont ignorants, je dis que les Français sont au moins aussi ignorants de ces dossiers-là que les Africains. Vous savez, toutes ces choses-là, je dis que l'Afrique, quand quelqu'un arrive à l'Élysée, c'est les bijoux de la couronne. On vous montre le bouton pour l'arme nucléaire, et puis après on vous amène au fond de l'Élysée, et on vous montre une petite pièce. Et là on vous dit, il ne faut pas toucher à ça, parce que là, on a le sous-sol africain, on a la monnaie qui nous rapporte beaucoup, on a toutes nos entreprises qui travaillent là-bas, ne touchez surtout pas à ça. Ce qui fait que se succèdent les gouvernements de droite et de gauche et que ça ne change pas. À mon avis, la France a survécu grâce à l'Afrique, à la suite de la guerre. C'est pourquoi De Gaulle avait fait le franc CFA, c'était pour tenir les colonies. Et ensuite, quand il y a eu l'indépendance, on sait très bien qu'il y a eu ce qu'on a appelé la France-Afrique, c'est-à-dire les réseaux de M. Focard, où on a choisi les chefs d'État, où on a abattu certains chefs d'État, où à côté des ambassadeurs, il y avait des gens des services spéciaux, services secrets français, et où on faisait la loi. C'était le Far West, on faisait la loi. On en mettait un, on en mettait un autre, on en prenait un, on en prenait un autre. On empoisonnait des opposants camerounais, on le sait, en Suisse, on a tout fait. On a tout fait. On a tout fait pour garder ça. Pour surtout garder ça, parce qu'effectivement, c'est le bonus pour la France. C'est ce qui fait que la France peut encore jouer un peu les grandes puissances. C'est le seul endroit où elle est encore un peu patronne de quelque chose, parce qu'ailleurs, elle est dépassée. Et c'est aussi un retard de la France, à mon avis, à se transformer en puissance européenne. L'horizon de la France, c'est l'Europe. Et c'est ça l'avenir. C'est pas de se tourner vers le passé et vers l'Afrique. L'Afrique, c'est fini. L'Afrique va petit à petit, je l'espère pour elle, et pour nous, parce que c'est une question de dignité, gagner son indépendance. Moi, ce livre-là, vous savez, le combat de Gbagbo, pour moi, c'est au-delà de la politique. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un économiste. C'est le combat de la dignité humaine pour les Africains et pour nous, les Français. Parce que nous, je pense qu'on mérite aussi une relation avec les Africains, parler la même langue que nous. Voilà, c'est ce qu'on vous a apporté de plus important, c'est ça. Mais vous avez beaucoup de choses à nous apporter, on a beaucoup de choses à vous apporter, mais sur des bases de partenariat, de fraternité, de dignité, c'est tout. Aujourd'hui, on est arrivé à la introduction de l'opération Barkhane. Oui. Et à l'en croire, tous ces centres d'opération seront placés en Afrique. Est-ce que ce n'est pas une autre manière de mettre l'Afrique en danger, à quelque sorte? Vous savez, c'est une stratégie mondiale et surtout atlantiste, globale. La France est maintenant complètement sur l'Afrique alliée avec les Américains.
Donc comme nous sommes, entre guillemets, les experts de l'Afrique, puisqu'on a un passé historique, d'abord colonial, puis post-colonial en Afrique, bon, j'ai un ami qui est d'ailleurs très france-africain, qui est pour ce système-là, moi je suis contre, qui dit maintenant les Américains font la cuisine et les Français font la vaisselle. On est un petit peu, ou alors d'autres disent nous sommes devenus les tirailleurs sénégalais des Américains. Vous voyez? Donc c'est un petit peu un retour de l'histoire. On est au service d'intérêts globaux et c'est aussi en lutte contre la Chine, contre les autres puissances qui veulent s'accaparer les richesses de l'Afrique. Ce qui est en jeu, malheureusement, ce n'est pas les peuples africains, c'est les richesses de l'Afrique. Donc il faut que les peuples africains trouvent leur place là-dedans. Absolument. Lors de vos derniers entretiens avec Laurent Gbagbo, est-ce qu'il vous a parlé de Charles Blé Goudé? Moi, quand Charles Blé Goudé a été transféré, je n'ai plus vu Laurent Gbagbo. Attendez, je réfléchis. Est-ce que je l'ai vu une fois? Je crois que je l'ai vu une fois. Si, après. Mais oui, si, je l'ai vu une fois, puisque je lui avais posé la question. Mais il n'y a aucun contact entre eux. Ils sont mis dans des secteurs géographiques de la prison très éloignés. Ils n'ont même pas l'occasion de se croiser. Il y a une pièce commune où moi j'ai vu Jean-Pierre Bemba, j'ai vu des gens comme ça, avec sa famille. Ils ne se voient jamais. Non, ils n'ont pas de contact aucun. En revanche, je pense que apparemment ce qui se dessine, c'est que la CPI va lier les deux dossiers pour certainement faire jouer les prolongations à Laurent Gbagbo. Et dans ce cas, ils pourront se voir. Pour préparer leur défense. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Ils vont lier les dossiers. Comment ils vont comparaître. Vous savez, la CPI, c'est une institution très particulière. Hein. Il faut être spécialiste et grand spécialiste pour savoir comment ça fonctionne. Il n'y a pas une audience plus souvent que tous les mois et demi ou tous les 2 mois. Donc quand on vous envoie là-bas, il faut savoir que c'est un piège. Vous y êtes pour très longtemps. Il faut savoir ça. Les gens croient que c'est une institution. C'est pareil, c'est l'ONU, donc c'est formidable. C'est la justice internationale, c'est formidable sur le papier. En fait, c'est un frigo, un frigidaire. On met les gens au frigo pour des années. Il y a un Serbe là, que je ne défends pas, mais qui est M. Slesec, qui a été là-dedans pendant 10 ans avant d'avoir son procès. Donc quand on entre à la CPI, c'est une machine lourde qui prend son temps et qui est très politique, puisqu'il y a des influences de tous les grands États au travers de cette cour pénale, et les gens y restent longtemps. Et je vous rappelle aussi que depuis qu'elle a été créée, il n'y a que des Africains qui ont été déférés, uniquement. Pour la justice et la vérité, vous pensez que Laurent Gbagbo, tous les crimes qu'on l'accuse, il est innocent? Oui, absolument. Mais vous savez, en résumé, les crimes dont on accuse Laurent Gbagbo, d'abord, Laurent Gbagbo n'est pas, ça se saurait, n'est pas quelqu'un qui s'est manifesté dans sa vie politique, ni par les armes. C'est pas lui qui est arrivé par un coup d'État, c'est M. Ouattara. Les coups d'État qui ont été faits, il n'en a jamais fait un. Il est arrivé par des élections en 2000. La rébellion, c'est pas lui. Donc il a fait des choses en tant que chef d'État pour défendre son pays, qui ailleurs serait tout à fait légitime et reconnu comme légal. C'est quelqu'un qui a écrit, qui est professeur d'histoire. C'est pas du tout. D'ailleurs, c'est ce que lui reprochent certains Africains, parce qu'on ne sait plus quoi lui reprocher, c'est de ne pas être assez dur. Bon, j'ai beaucoup entendu, en Afrique, c'est pas comme ça. En Afrique, il faut tuer l'adversaire. Sinon, voilà. Donc il se retrouve à la Cour pénale internationale, à mon avis, parce que justement, il est démocrate et que ce n'est pas un. Vous savez, je peux vous donner un dictateur. Les dictateurs sont en place en Afrique aujourd'hui. Vous pensez qu'à la fin de ce procès-là, Laurent Gbagbo sera libre? Vous savez, je pensais moi qu'il serait libre là, puisque le 3 juin 2013, il n'y avait aucune charge retenue. Aucune. La Cour pénale internationale a dit qu'il n'y a aucune charge. Le 3 juin 2013. Quelques mois plus tard, Mme Bensouda, on lui a donné du temps supplémentaire pour refaire du travail. On lui a dit vous recommencez à zéro. Quelques mois plus tard, il y a toutes les charges retenues. Vous savez, c'est très spécial, hein, très très spécial. Donc Laurent Gbagbo, ce qu'on peut lui reprocher sur le fond, je vais vous dire ce que c'est. 1, savoir s'il a gagné les élections ou pas. On dit qu'il a perdu. On dit qu'il a perdu, et donc à partir de là, il s'est accroché au pouvoir, ça a causé des morts. Mais qui dit qu'il a perdu? Est-ce que ce sont les institutions ivoiriennes? Non, les institutions ivoiriennes ont dit qu'il a gagné. Et les institutions ivoiriennes, c'est le Conseil constitutionnel. Voilà. Le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a déclaré Laurent Gbagbo président de la République. En France, c'est le cas.
En Côte d'Ivoire, on ne veut pas que ce soit le cas. En Côte d'Ivoire, c'est la communauté internationale, c'est la CEDEAO, c'est tous les étrangers qui disent qui est le président des Ivoiriens.